Novembre 2006. Mon père, Eric Establi, m'emmène découvrir sa passion, la plongée souterraine. J'ai 10 ans et je découvre un monde qui m'était encore inconnu. Je rencontre alors ses compagnons d'aventure, Didou, Philippe ou encore Émeric. C'est avec lui que mon père a commencé la plongée souterraine, dans les années 90, alors qu'ils étaient âgés d'une vingtaine d'années. C'est ainsi que débuta l'aventure. Octobre 2010. L'équipe a réalisé de nombreuses expéditions. Ce week-end, ils plongeaient la dragonnière de Gau. Une fois encore, le but était de prolonger la partie connue de la grotte. Tout allait pour le mieux. Alors qu'ils s'enfoncent dans les boyaux de cette cavité, je ne réalisais pas encore que c'était la dernière fois que je voyais mon père. Aujourd'hui, je retrouve une terre qu'il aimait beaucoup. Il souhaitait y explorer une cavité, mais il n'avait pas pu y plonger. 8 ans après, je pars avec Émeric pour découvrir cette fameuse résurgence. À nous de tenter l'aventure. Je me retrouve dans le sud-ouest de la France, au beau milieu des Pyrénées-Atlantiques, là où le massif de la Pierre Saint-Martin s'impose en maître des lieux. Non loin de la frontière franco-espagnole, on peut admirer l'un des plus beaux sites naturels d'Europe, les gorges de Caqueta. On y trouve une nature verdoyante, intacte. Ces gorges mènent au lac de Saint-Engrâce. Son eau, bleu turquoise, est chargée en carbonate de calcium, ce qui lui donne sa couleur si emblématique. Dans son sous-sol, immergée sous la surface, loin des regards des promeneurs, la cavité de l'Aminaco Ziloa réside en ces lieux. Peu nombreux sont les hommes à s'être aventurés dans cette cavité mystérieuse et féerique d'Île Amina. Seuls quelques amoureux du sous-sol pyrénéen peuvent nous raconter l'histoire de ces lieux. Brice Maestrachi, spéléologue chevronné, connaît bien la source d'Île Amina. En 2008, il prolonge la partie connue de la cavité d'une centaine de mètres. Je pratique la spéléologie depuis l'âge de 14 ans et j'ai commencé dans les années 80, donc ça fait plus de 35 ans que je fais de la spéléologie. C'est un peu par hasard, dans un collège, j'étais avec un professeur qui faisait un club de spéléo, j'y suis allé et puis tout de suite ça m'a plu. J'ai aidé des plongeurs spéléo à amener leurs bouteilles au départ des siphons et puis à force d'amener des bouteilles, je me suis dit bah, allez maintenant, allez je vais essayer parce que je vais aller voir ce qui se passe derrière. Le massif de la Pierre Saint-Martin, c'est un massif que j'aime particulièrement et je ne me lasse jamais de revenir ici. Et j'essaie au maximum de venir le plus souvent possible parce qu'en fait on est toujours bien entre la nature, la spéléologie, les gouffres, puis les amis qu'on côtoie, avec qui on vient, c'est vraiment particulier. Puis ce massif, dans les années 80, c'était la mecque de la spéléo parce que tous les spéléos d'Europe venaient faire des explorations. Ça continue encore à l'être et non, c'est une ambiance vraiment particulière. Alors les gouffres et les grottes de la Pierre Saint-Martin se sont créés tout simplement grâce à l'action de l'eau. Cette eau légèrement acide en fait va attaquer le calcaire et va faire entre guillemets fondre le calcaire pour continuer à faire des grottes et des gouffres. Et en même temps, il y a une action aussi mécanique, c'est-à-dire que la puissance de l'eau va creuser aussi ces grottes et ces gouffres. Toute l'eau qui sort à Île Amina, en fait, vient du versant espagnol de la Pierre Saint-Martin, c'est-à-dire à plus de 15 km d'ici. La résurgence a la particularité d'avoir d'abord été explorée quand le barrage n'existait pas. Donc en fait, la première partie de Île Amina, où maintenant on est obligé d'aller en plongée spéléo, avant se faisait
à sec. En fait, voilà, il n'y avait pas d'eau. Et dans les années 50, après les premières explorations, ils ont rehaussé le niveau du barrage de 15 mètres. Et en fait, ça a fait que ça a noyé entièrement la résurgence qui maintenant s'ouvre dans le lac. Frédéric Verlaguet est lui aussi un passionné du monde souterrain. C'est avec lui que mon père comptait mener une expédition dans cette cavité. Mais la grotte avait fermé ses portes. Un orage avait éclaté aux abords de l'Espagne, rendant toute plongée impossible. Mais Ilamina reste son terrain de jeu favori. La spéléologie, je l'ai débuté, ma première initiation en 1980. J'ai eu la chance, lors d'une sortie spéléologique classique, de découvrir une galerie. J'ai senti la fièvre monter et puis beaucoup de choses qui se passaient. Et cette exploration, elle a mené à une salle. Mes aînés, ils étaient frustrés parce qu'ils disaient « Oh, ben, on s'arrête là, on s'arrête là ». Et puis, moi, je ne comprenais pas, je voyais un plan d'eau. Et en fait, inconsciemment, je pense que c'est un peu pour ça, à cause de ça, ou grâce à ça, je ne sais pas, que je me suis mis à la plongée spéléo. 8 ans après la tentative de mon père, Frédéric nous propose à Aymeric et moi d'aller explorer la grotte. Nous sommes impatients et commençons déjà à préparer notre matériel. Alors cette grotte est difficile à plonger du fait de son gigantisme, du fait de ses bassins versants, du fait de... Elle totalise plus de 200 km² de bassins versants. Les conditions météo affectent inévitablement par l'hiver, par les chutes de neige, qu'on peut avoir de l'eau, des pluies qui se cumulent avec la fonte des neiges, et forcément, dans la Minaco, c'est assez violent. Voilà, il peut y avoir plusieurs dizaines, voire centaines de mètres cubes d'eau à la seconde qui sortent, et qui entraînent aussi de la turbidité. Les laminacs, ce sont les gardiens des grottes et des sources. C'est eux qui ont les clés, qui nous laissent rentrer ou pas. Quand une fois la topographie faite, nos levées topographiques faits, on rentre ça dans un logiciel qui nous donne la position et le développement de la cavité. Mais au-delà de ça, on peut refaire un report surface et connaître exactement la position de la cavité par rapport à la surface. Ce qui peut servir forcément pour d'éventuels captages s'il y en avait besoin. La préparation de la plongée souterraine, en fait, elle est rigoureuse, elle doit être rigoureuse, parce que c'est une activité un peu particulière quand même. On ne doit d'abord compter que sur nous-mêmes. C'est la règle de l'autonomie. Alors pour ne pas se perdre dans toutes ces galeries, on a adopté depuis fort longtemps la technique du fil d'Ariane pour se repérer et pour matérialiser notre sortie. Et malheureusement, les accidents sont toujours dramatiques. Et malheureusement, ça se termine souvent pas bien. Il se peut que ce soit une erreur humaine. Rares sont les cas où c'est Dame Nature qui a joué des siennes, et ça reste relativement rare. Malheureusement, c'est arrivé. Voilà, il y a quelques années. Et voilà, mais ça reste relativement rare en soi. Je vais reprendre une formule, elle n'est pas de moi, mais je pense que c'est avec l'esprit libre qu'on avance. Je pense qu'à un moment donné, en plongée souterraine, on est face à soi-même. Alors que nous nous apprêtons à nous immerger, Aymeric, Frédéric et moi sommes impatients de pouvoir contempler de nos propres yeux la beauté des paysages d'Ilamina. Nous sommes concentrés sur notre matériel, l'emplacement de chaque élément de notre configuration, mais malgré nos combinaisons étanches, nous commençons déjà à ressentir les effets de la température. Aujourd'hui, l'eau est à 7 degrés. La visibilité est réduite. L'eau est chargée en particules. Nous avons du mal à progresser dans le siphon. Le courant y est très fort et contre nous. Comme si la grotte tentait de protéger ses trésors. Mais après quelques efforts, elle semble nous ouvrir ses portes.
jamais notre attention ne s'éloigne du fil d'Ariane. Le fil d'Ariane. Ce fil que beaucoup aimeraient dérouler le premier et dont certains ont payé le prix fort pour l'avoir fait. Ces explorateurs forcent le respect. C'est grâce à eux si l'on en sait tant sur la plongée souterraine et la prévention des accidents. Les volumes sont différents d'une partie à l'autre, parfois réduits, parfois immenses. Nous progressons jusqu'au premier terminus de la grotte, découvert en 1953 par Michel Letreut. Nous arrivons sur le puits des Maillons, là où Jean-Daniel Laribaud avait prolongé le terminus en 1979. Nous avons parcouru près de la moitié de la cavité. Nous sommes bien loin du dernier terminus à ce jour, qui est à 200 mètres devant nous et pas loin de 100 mètres sous nos palmes. Il est temps pour nous de faire demi-tour. Cette fois-ci, nous nous trouvons dans le sens du courant. Le retour n'en est rendu que plus agréable. Il nous emporte vers la sortie. Je suis reconnaissant envers Brice, Emeric et Frédéric pour tout ce qu'ils m'ont fait partager durant cette exploration. Nous avons eu de la chance, la Minaco est en train de s'ouvrir, toujours physique. C'était sportif, voilà. Aujourd'hui, je comprends la fascination de mon père pour cette cavité. Il aurait adoré y plonger. Mais malgré tout, je suis heureux d'avoir partagé ces moments avec ses amis. L'aventure continue et nous reviendrons à Île Amina.